Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans une nouvelle vidéo cétose, sport et cancer, aujourd'hui consacrée au sujet du régime cétogène et de ses interactions dans le cadre d'une perte de poids, d'une perte de masse grasse évidemment. Je fais cette vidéo en réaction à une autre vidéo que j'ai pu voir cette semaine qui s'intitulait Le régime cétogène et la perte de poids, ce que la science dit. Je trouvais que le message qui était développé dans cette vidéo était beaucoup trop simpliste, beaucoup trop orgueilleux et je voulais un petit peu réagir à ça. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a quand même un certain nombre d'études qui se sont attaquées à étudier la répartition en macronutriments, si c'est un régime euh, faible en glucides ou en lipides ou l'inverse, comment ça joue sur la perte de poids. Simplement, tout de suite, 90% des études sont sans intérêt parce que de toute façon, elles sont de très mauvaise qualité. Je veux dire, l'échantillonnage est trop faible pour faire des analyses statistiques intéressantes. Voilà, quand on suit 3 ou 4 personnes, ça sert à rien. La deuxième chose, c'est que le protocole, ils n'ont pas les moyens, tout simplement. Donc c'est un protocole qui est vraiment pas adapté, qui est pas assez approfondi. Et puis après, la troisième chose, c'est que le temps de suivi, c'est des études qui sont à court terme, hein, en général. 3, 6 semaines, parfois 8 à la rigueur, mais bon voilà, très rarement. Donc ces études qui sont beaucoup trop courtes pour vraiment en tirer des conclusions sur ce type de régime. Il y en a une qui a trouvé, entre guillemets, grâce à mes yeux, et c'est celle qui est le plus souvent invoquée par les gens qui connaissent un petit peu le sujet. C'est Veum et al. 2017, je vous mettrai les références sous la vidéo, et c'est cette étude-là dont j'aimerais que l'on discute ensemble aujourd'hui pour voir ce qu'elle dit, ce qu'elle ne dit pas, et montrer à quel point il faut être prudent pour ne pas tomber dans le simplisme et ne pas commencer à dire ce qu'on a envie d'entendre. Alors, une étude de bonne qualité, je vous l'ai dit, grossièrement, je parle de tableau, ils ont pris des hommes entre 30 et 50 ans obèses, déjà. Donc le côté obèse, je trouve ça intéressant parce que le régime cétogène prétend répondre à un certain nombre de problématiques métaboliques et on peut s'attendre à ce que ces gens-là en aient quand même. Bon, donc ça, c'est plutôt positif, on va dire. Donc une quarantaine de personnes réparties en deux groupes, un qui va manger beaucoup de glucides et peu de lipides, et l'autre beaucoup de lipides et beaucoup moins de glucides. Maintenant, attention, là, autant de protéines d'un côté que de l'autre, autant de calories d'un côté que de l'autre, et c'est en des régimes hypocaloriques qui sont à 2100 calories d'un côté et de l'autre. Et la qualité des aliments est la même d'un côté et de l'autre. Ils ont fait attention à ça. Voilà. Ils ont fait attention à ça, c'est-à-dire qu'ils ont dit qu'ils voulaient des aliments qui soient peu transformés et à index glycémique faible. Voilà. Donc ça, déjà, ça par contre, c'est un point entre guillemets négatif. Alors, non, qui n'est pas négatif. C'est très bien qu'ils aient fait ça, c'est-à-dire que eux, dans leur idée, ils veulent que ce soit vraiment la différence entre les deux groupes, ce soit vraiment la répartition en macronutriments et pas la qualité alimentaire. Sinon, ça biaise l'analyse. Voilà, parce qu'on ne peut pas savoir si c'est la répartition des macronutriments ou la qualité des aliments qui va jouer ou non sur la perte de poids de tel ou tel groupe. Donc ils ont fait ce choix-là. Après, évidemment, je dis que c'est entre guillemets négatif parce que forcément, si les gens sont obèses, c'est qu'ils avaient sans doute une alimentation assez mauvaise, on va dire, voilà, des aliments très transformés, etc. Alors forcément, si on les met en hypocalorique avec des aliments de bien meilleure qualité, non transformés et avec un index glycémique bas, ça va jouer aussi sur leur glycémie, sur leur insulinémie, etc. Et ils vont forcément perdre du poids. Donc on va avoir sans doute, ça va réduire en tout cas le différentiel, si différentiel il y a, entre les deux formes de répartition des macronutriments. Bon. Ils ont fait donc ce travail-là de répartition. Ensuite, qu'est-ce que je peux dire que j'ai trouvé très bien. Déjà, ils ont fait un excellent suivi, ils ont très bien drivé, ils ont très bien accompagné leurs patients, entre guillemets, leurs sujets d'étude, pour s'assurer qu'ils suivent bien le protocole, pour s'assurer qu'ils respectent bien les consignes alimentaires, etc. Et ça, je trouve ça vraiment intéressant. Ils avaient du très bon matériel, ils ont très bien instrumenté derrière, ils ont fait beaucoup d'instrumentation vraiment précise. Alors, concrètement, ils ont fait avant de se lancer de lancer leurs sujets dans leur régime. Ils ont fait un état initial précis, 2 semaines avant, une semaine avant et à T0. Donc ils ont fait la moyenne de tout ça pour savoir où est-ce que les sujets d'études en étaient. Alors ils ont mesuré énormément de paramètres.
Alors évidemment, tout ce qui va être la répartition de la masse grasse, je vous dis avec du matériel performant, pour avoir la masse grasse viscérale, la masse grasse abdominale, enfin un peu partout sur le corps, le poids total, enfin vraiment, ils ont vraiment fait un travail remarquable de ce point de vue-là. Après, ils ont suivi aussi énormément de constantes, la glycémie, l'insulinémie, les triglycérides, enfin tout un tas de formes de triglycérides. Euh, ils ont fait pas mal de choses intéressantes. Ils ont suivi le poids. Bref, là-dessus, franchement, j'ai trouvé ça très bien. Mis à part un petit bémol sur lequel je reviendrai un peu plus tard. Bon. Donc ils suivent les personnes pendant 12 semaines, donc c'est pas mal. Donc ils font un point d'étape à 4 semaines, un point d'étape à 8 semaines et un point d'étape à 12 semaines. Donc sur deux groupes d'individus donc obèses, deux groupes de 20 personnes, je sais plus si je l'ai dit. Enfin 18 personnes dans chaque groupe. Donc ce qui est pas si mal. En tout cas suivre quand même voilà, 30, enfin une quarantaine de personnes pendant 12 semaines, même plus que ça, parce qu'il y a le point d'étape pendant 4 mois pratiquement, c'est quand même déjà vraiment pas mal pour une étude humaine. Et le résultat, voilà, on va y arriver quand même. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il n'y a pas de différence significative en termes de perte de poids, de masse grasse, peu importe l'endroit du corps sur lequel on regarde, entre les deux groupes. Voilà. Après, en termes de constante, il n'y a pas de différence non plus, vraiment, en termes de glycémie, en termes d'insulinémie. Il y a évidemment simplement le cholestérol, effectivement, qui est plus élevé dans le groupe qui mange très gras. Alors, il est plus élevé autant en HDL qu'en LDL, et le ratio au global reste le même dans les deux groupes. Donc voilà, pas de panique non plus. Alors, maintenant, que dire. Alors, première chose, effectivement, qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'on voit que un régime hypocalorique avec des aliments à faible index glycémique et des aliments peu transformés, ça marche. Ça marche peu importe la répartition des macronutriments, qu'on soit riche en glucides ou à l'inverse riche en lipides. Et ça, moi, je trouve ça intéressant parce que souvent, on nous vend l'idée que quelqu'un qui est obèse, entre guillemets, il peut pas perdre du poids, il peut pas accéder à sa réserve de graisse parce que il a des défaillances métaboliques, notamment liées à l'insuline et à la résistance à l'insuline, qui l'empêchent d'accéder à ses réserves de graisse. Eh ben, en tout cas, il n'y a pas besoin de partir dans un régime très riche en lipides pour contrer cet effet-là. Et visiblement, ceux qui avaient un régime riche en glucides, ils arrivent très bien à piocher aussi dans leur réserve de graisse. Je précise quand même que de mémoire, les deux groupes en moyenne ont perdu à peu près le même nombre de kilos, c'est-à-dire à peu près 10 kilos en 3 mois, ce qui est quand même tout à fait correct. Bon. Donc déjà, la première chose à dire, c'est ça, c'est que visiblement, et ça c'est quelque chose, enfin vous ne pourrez pas me prendre en défaut là-dessus, j'ai toujours dit que le régime cétogène, ça peut être utile, mais ça me semble être une stratégie avancée pour ceux qui veulent perdre du poids, et à condition qu'on ait déjà testé toutes les stratégies de base, comme celle-là, simplement faire de l'hypocalorie et une meilleure qualité alimentaire, pour essayer de perdre du poids. Et si on voit que sur le long terme, où on arrive vraiment à des résistances métaboliques, on peut essayer cet outil qu'est le régime cétogène, cette stratégie avancée, pour résoudre ces problèmes-là. Mais il faut commencer par le commencement, selon moi. Bon. Maintenant, il faut être quand même extrêmement prudent, parce que déjà, ça ne veut pas dire que le régime cétogène ne marche pas, ça veut dire qu'un régime riche en lipides ne marche pas mieux qu'un régime riche en glucides, avec un index glycémique bas, avec des aliments de qualité. Donc déjà, voilà, l'interprétation n'est pas du tout la même. Et maintenant, il y a aussi quelque chose qui me gêne profondément dans cette étude, c'est que ils ont pas, je vous dis, ils ont mesuré plein de paramètres, franchement c'est très bien, et ils n'ont pas mesuré la cétonémie. Bon sang, ça c'est quand même, enfin ça coûtait pas cher de rajouter une mesure de cétonémie dans tout ce qu'ils ont fait comme bazar. Ils l'ont pas fait. Alors ça, c'est quand même extrêmement gênant pour moi quand on parle de diète cétogène. Mais après, c'est vrai que dans l'étude, ils parlent plutôt de diète LCHF, low carb high fat, donc bas en glucides, haut en lipides, que de diète cétogène. Mais ils évoquent aussi, effectivement, ils mélangent un peu les deux termes. Et pour moi, c'est là qu'on voit un peu la différence. Vous allez comprendre pourquoi. C'est parce que on voit que l'insulinémie, elle a baissé dans les deux groupes. On voit que la glycémie, elle a baissé dans les deux groupes, de la même façon. Mais ils sont partis d'une glycémie moyenne à jeun le matin à 91 mg par décilitre.
Et ils sont arrivés au bout de 12 semaines à une glycémie moyenne à jeun le matin à 87 mg par décilitre. Donc, ça reste quand même assez élevé. Et soyons clairs, il est très fortement vraisemblable que le groupe high fat low carb, donc riche en lipides, il n'est jamais, enfin les sujets n'aient jamais produit de corps cétonique. Ils n'ont jamais été en cétose avec leurs 3 mois de régime high fat low carb. Alors après, vous comprenez le problème, c'est que dire qu'ils ont suivi un régime cétogène alors qu'ils n'ont jamais été en cétose, vraisemblablement, en tout cas ils ne l'ont pas mesuré et a priori vu la glycémie ça me paraît extrêmement improbable, eh ben on est dans la surinterprétation totale. Bon, donc ça c'est une vraie faille, je veux dire le régime cétogène ne marche pas en se basant sur cette étude, c'est juste mentir et montrer qu'on n'a pas pris le temps de lire calmement cette étude. Maintenant, il faut être honnête, c'est pas une étude qui est encourageante. Enfin, en tout cas, voilà, ça montre que sur 12 semaines, il n'y a pas plus d'intérêt à faire riche en lipides que riche en glucides, que c'est surtout le côté hypocalorique et la qualité des aliments qui va jouer. Maintenant, la question qui se pose, c'est effectivement, est-ce que sur le long terme, et c'est souvent effectivement cet argument-là qui est invoqué par les défenseurs du régime cétogène pour la perte de poids, c'est que c'est plus efficace sur le long terme. Et là, l'étude ne répond pas à cette question-là. Voilà. Alors, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Je trouve que c'est important vraiment. Alors, je comprends que c'est long, hein, c'est long de lire des études en anglais. C'est pas malheureusement accessible à tout le monde. Mais voilà, soyez très prudents quand vous voyez des gens qui vous disent la science dit que de manière très péremptoire. Oui, en plus, il y a des têtes pop-up, il y a plein d'études, etc. Si vous voulez pas vous faire balader, eh bien, il va falloir à un moment faire comme moi. Et c'est long, mais prendre le temps de lire les études et d'avoir un esprit critique. Allez, bonne journée à tous.